Des collectionneurs de blindés en route vers Paris. Face à la grogne de la SNIAS, le ministre des Transports s'explique. Le préfet justifie l'action du gouvernement. Spontanément, les mères catholiques et protestantes dénoncent ensemble toute forme de violence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons ensemble et en détail voir l'essentiel de ces informations, de l'actualité. Dans un instant, l'actualité qui est encore à l'heure de la sécheresse à Paris, à la veille d'un important conseil des ministres qui lui est consacré, ailleurs en Europe où l'on est guère mieux loti et où l'on cherche aussi des solutions. Nous parlerons aussi de ce mercure de sang de Dassault qui continue de déchaîner les passions à Toulouse des étudiants, de la crise de François, du détournement égyptien et enfin de l'Irlande. Mais comme depuis quelques jours, on vous parle beaucoup de la rentrée politique, économique, sociale. Il est juste ce soir, je crois, de laisser la place à la rentrée du football international. Et oui, déjà et avec, dans quelques minutes, la rencontre équipe de France Mönchengladbach. Alors, sans plus tarder, nous rejoignons tout de suite Bernard Père qui est en direct du Parc des Princes. Eh bien, c'est une rentrée difficile pour l'équipe de France que cette rentrée contre l'équipe allemande, championne d'Allemagne de Mönchengladbach. Il faut vous dire que dans l'esprit de Michel Hidalgo et des responsables du football français, cette rencontre est considérée comme un match d'entraînement, de même que la rencontre que posera la France le 1er septembre prochain au Danemark. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on pense à la Coupe du Monde qui se jouera dans 2 ans, mais cette année, on va jouer la qualification. Alors, l'équipe de France, le 9 octobre, a un rendez-vous important, un rendez-vous qu'elle devra jouer contre la Bulgarie. Alors, Michel Hidalgo cherche son équipe idéale, il compte sur les Stéphanois, des Stéphanois qui ne sont pas en forme, on espère qu'il la trouvera cette forme, pourquoi pas ce soir, face au champion d'Allemagne, ça sera un match difficile et dont vous pourrez voir un certain nombre d'extraits dans notre journal de 23 heures. Rendez-vous pris. Demain, à l'Élysée, c'est donc le Conseil des ministres de rentrée avec d'abord une interrogation. Jacques Chirac profitera-t-il de cette réunion du gouvernement pour remettre sa démission, disons d'un mot que cela semble peu probable, et une certitude, ce Conseil sera celui des agriculteurs victimes de la sécheresse. Ce n'est sûrement pas une consolation, mais il faut tout de même savoir que la France est loin d'être seule victime de ce dérèglement climatique. Une bonne partie de l'Europe est touchée, en particulier la Belgique, dont vous voyez des images, qui importait en plus la plupart de ses fourrages de France et l'Angleterre. À Londres, le Premier ministre a d'ailleurs présidé ce matin un véritable conseil de guerre consacré à, je cite, la pire sécheresse que la Grande-Bretagne ait jamais connue. La Bourse de Londres réagit assez fortement aux conséquences économiques du manque d'eau. On ne connaît pas encore le détail du plan mis au point par le cabinet britannique, mais il risque d'être très sévère, car nos amis anglais se remettent tout juste et pas très facilement d'une longue crise très sérieuse. À Paris donc, Christian Bonnet doit présenter demain un véritable plan de soutien aux éleveurs et aux producteurs en difficulté, qui réclament d'urgence, vous allez le voir, une aide financière très importante. Les agriculteurs demandent, et surtout les éleveurs, une aide immédiate pour le maintien du cheptel. Car les éleveurs, dans la situation la plus dramatique où ils sont, maintenant ont besoin d'argent liquide pour acheter des aliments, pour garder leur bétail et en même temps pour essayer de sauvegarder ce qui reste à sauvegarder. Alors, il faut leur donner, je crois, une aide assez importante au départ qui leur permette de tenir au moins jusqu'au 29. À mon avis, cette aide doit représenter le tiers de ce que veut donner le gouvernement en total à l'agriculture sur les dégâts sécheresse. Le tiers immédiatement donc pour les éleveurs. Le tiers immédiatement pour les éleveurs. Mais il y a des agriculteurs, même en zone sinistrée, qui ne sont pas touchés par cette calamité. Ceux-là vont-ils également toucher de l'argent? Non, je ne le voudrais pas, car le CNGA, nos propositions, nous serons très sélectifs dans les aides qui doivent être accordées. Il faut que les gens qui soient le plus touchés soient le plus aidés et ceux qui ne sont pas touchés, qui ne touchent rien, c'est certain. Aurez-vous des moyens de contrôle? Certainement, je crois qu'avec l'administration, nous devons mettre au point le plus vite possible dans les départements des moyens de contrôle et également des méthodes pour donner des aides le plus vite possible. Il est très important dans la situation conjoncturelle économique que tout d'abord le pays et sa sécurité alimentaire. Et ensuite, il ne faut pas oublier que l'agriculture est une économie qui a sa place dans l'économie générale du pays et qu'elle contribue largement à l'équilibre de la balance commerciale.
Il y a 1001 façons de se souvenir d'un événement qui a particulièrement marqué sa vie, comme la Libération par exemple, dont c'est aujourd'hui le 32e anniversaire. On peut éventuellement collectionner des objets qui se rapportent à cet événement, c'est facile quand ce sont des timbres, des cartes postales ou des médailles, mais ça l'est beaucoup moins quand il s'agit de tanks, de blindés, de jeeps ou de véhicules de toutes sortes, fidèlement restaurés et en tout cas amoureusement entretenus par leurs propriétaires. Parce qu'ils voulaient se souvenir d'une façon indélébile de la Libération, ces collectionneurs ont décidé de se retrouver ces jours-ci, de traverser une partie de la France et même de remonter les Champs-Élysées. Or, vous allez le voir, si certains prennent ce pittoresque périple avec humour et sourire, d'autres le font consciencieusement et sérieusement, ce qui donne à l'événement un tour un petit peu singulier. Vernon hier. Au volant de leur Dodge de la dernière guerre, Jean-Pierre Thévenon et son fils Jean-François sont les premiers à rallier le point de départ du convoi du souvenir. Passionnés des choses de la guerre, ils collectionnent depuis plusieurs années uniformes et véhicules. Celui-ci, vous le voyez en parfait état, mais il a été récupéré sur un tas de ferraille. Nous l'avons sauvé in extremis du découpage. Et pourquoi cette espèce de culte du véhicule militaire? Oh, c'est un culte, si vous voulez, presque même on pourrait dire un virus de collection, mais c'est équivalent comme un collectionneur de timbres ou... Oui, sauf que ça prend quand même plus de place. Certes, c'est un peu plus gros, mais enfin, quand nous sommes à la campagne, il y a quand même toujours moyen de s'arranger. Qu'est-ce que vous avez dans votre filet de camouflage, là, sur votre casque? Alors, dans le filet de camouflage, ce qu'il y a, c'est un pansement de première urgence, de premier secours, qui se composait d'une gaze et de sulfamide. Alors, ce que vous avez sur vous, là, c'est la tenue de campagne, hein? C'est la tenue de campagne, oui. Vous avez également une tenue de sortie? J'ai une tenue de sortie. Eh bien, alors, vous allez nous la montrer aussi, hein? D'accord. Et pendant que M. Thévenon allait se changer, nous avons interrogé son fils, Jean-François, 20 ans, actuellement militaire, et qui a mis à profit une permission de détente pour revêtir l'uniforme du policier militaire américain. Un uniforme dont tous les éléments, à commencer par le sifflet, sont d'origine. Oui, c'est un US Army. Ah bon, on peut entendre un peu ce qu'il donne? Ah ouais. Bon, la matraque, on va pas l'essayer, c'est pas la peine, on vous fait confiance. Vous n'avez pas peur qu'on vous accuse de port illégal d'uniforme? Non. Moi, je trouve que je fais de la collection, ça m'intéresse. Tous les autres collectionneurs, je crois pas qu'ils sont comme moi. Alors, quand on fait des expositions, je crois que ça doit intéresser les gens. Alors, si on a des ennemis, c'est pas de notre faute. Hein. Alors ça, c'est la tenue de sortie. Ça, c'est la tenue de sortie, oui. Mais je vous vois avec le casque, il doit y avoir un calot normalement. Normalement, il y a un calot. Malheureusement, je l'ai oublié. Quel âge aviez-vous à la Libération, monsieur? 14 ans et demi. Et comment avez-vous vécu cette libération? J'ai vécu la libération de Paris dans un Dodge de ravitaillement, un 6-6. Et le 25 août 44, j'arrivais aux Champs-Élysées, dans le courant de l'après-midi, assis sur une caisse de grenades dans ce fameux Dodge en question. Et à la suite de quelles circonstances avez-vous été amené à prendre place dans ce Dodge? En venant de quitter un camp, et pour ainsi dire, ça a été la première fois que j'ai fait de l'autostop en essayant de rejoindre Paris. Convoi du souvenir, rassemblement de collectionneurs bien sûr, mais aussi pour certains quelque chose de plus, quelque chose que l'on ressent au fond de soi-même, l'émotion d'une commémoration sans doute. Ainsi, dans cette colonne anglo-américaine qui traverse Gaillon pour rejoindre Vernon, y a-t-il quelques anciens qui ont fait le même trajet 32 ans plus tôt, dans le sang, la sueur et les larmes. Parmi ceux qui les regardent passer, les jeunes s'extasient à défaut de pouvoir se souvenir. Mais pour certains, moins jeunes, juin 44, c'était hier. Les Américains sont arrivés par en haut, là. Et les Allemands étaient encore ici, les Américains étaient passés sur le plateau là-haut. On était allés à leur rencontre. Oui. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui voir passer ce convoi? C'est un rappel 30 ans en arrière, vous savez. Oui. C'était émouvant quand même. Notre jeunesse. Ça manque surtout un peu d'enthousiasme. Les gens ne sont pas venus assez nombreux les remercier. Parce Oui. qu'on était bien heureux de les voir arriver il y a 32 ans. D'autres spectateurs regardent plus goguenards. Même si les véhicules leur inspirent le respect, ils savent bien que les acteurs d'aujourd'hui ne sont pas les combattants d'hier. C'est des promeneurs, c'est pas pareil. Oui. Parce qu'en 44, ils n'avaient pas leur femme avec eux. Hein. Oui. Je crois pas.
Après le détournement du Boeing égyptien à Luxor ayant à son bord 22 touristes français, l'Égypte et la Libye se rejettent mutuellement la responsabilité et l'organisation de cet acte de piraterie. Reste que tous les passagers sont sains et saufs et que les pirates de l'air, 2 Palestiniens, 1 Libyen et 1 Algérien, ont été arrêtés par un commando de parachutistes égyptiens déguisés en employés de l'aéroport. France Soir reparaît temporairement depuis ce matin. Samedi, le tribunal dira s'il faut ou non nommer un mandataire de justice à France Soir, comme le réclament les journalistes. Ce mandataire serait chargé de vérifier les actes de vente du journal et constaterait s'ils sont ou non conformes à l'ordonnance de 1944. Elle stipule qu'un seul individu ne peut posséder plusieurs quotidiens d'information. En clair, les journalistes de France Soir veulent démontrer que Robert Hersant, possédant plusieurs quotidiens, ne pouvait acheter France Soir. Nette reprise du franc sur le marché des changes aujourd'hui à Paris, la monnaie française a continué le mouvement ascendant amorcé à la fin de la semaine dernière. Le dollar valait aujourd'hui 4 francs 969 contre 4 francs 992 la veille. Même rétablissement du franc devant le Deutschmark. Pour avoir un Deutschmark, il fallait donner 1 franc 976 aujourd'hui contre 1 franc 981 hier. Six morts dans un accident d'avion hier à Sainte-Marguerite de l'Hôtel dans l'Eure. Au cours d'un baptême de l'air et alors qu'il tentait d'atterrir, un avion de tourisme avec 4 personnes à bord a touché d'une aile le terrain d'atterrissage. Il a alors fauché et mortellement blessé 2 spectatrices, puis s'est écrasé 200 mètres plus loin, tuant sur le coup le pilote et les 3 passagers. Le Mercure de sang qui doit être construit en principe par Dassault et les Américains continue à faire couler beaucoup d'encre et surtout à faire beaucoup parler sous le soleil de Toulouse. Le choix du gouvernement est diversement apprécié. Pourquoi Mercure? Pourquoi Toulouse? Pourquoi les Américains? Pourquoi pas la SNIAS? Pourquoi pas les Européens? Pourquoi pas, etc. Marcel Cavaillé, secrétaire d'État au transport, qui est aussi un élu toulousain de la majorité, entre ce soir dans ce débat et répond en particulier aux syndicats. Construire un nouvel avion, le Mercure 200, en coopération internationale, ce n'est pas simple. Il faut essayer de plaire à tout le monde, constructeurs, gouvernements, compagnies aériennes et aussi aux syndicats qui ont déclenché cet après-midi une grève dans le bureau d'études de la SNIAS à Toulouse contre ce projet de Mercure 200. Étant donné qu'il s'agit d'un appareil déjà existant, le nombre d'heures, le potentiel d'heures qui sera attribué à cette réalisation sera minime et ne sera absolument pas en mesure d'apporter les compléments qui manquent à l'heure actuelle à notre société nationale au niveau des bureaux d'études, je dis bien. Au bureau d'études, vous avez 1500 personnes, ça fait combien de travail pour combien de personnes? Oh bien écoutez, d'après les estimations actuelles de notre direction ce matin, cela disons porte sur une centaine de personnes. Je comprends, dans une certaine mesure, les réactions des syndicats, car il est vrai qu'il n'est pas facile aux chercheurs et aux ouvriers de la SNIAS qui ont conçu et fabriqué le Concorde et puis l'Airbus de participer aujourd'hui à un programme qui est dérivé d'un appareil qui n'est pas issu de la SNIAS. Et ces réactions sont passionnées, passionnelles, et même si, à mon point de vue, elles ne sont pas fondées, je les comprends. Vous savez que le problème de la SNIAS actuellement est de maintenir son plan de charge et non pas de le développer, bien que nous ayons l'ambition de le développer plus tard. Il s'agit dans l'immédiat de maintenir un plan de charge qui est très déficient actuellement, et ce programme permettra précisément d'assurer, comme le demandaient d'ailleurs les syndicats, une certaine garantie du travail pour 4000 ouvriers pendant 5 ou 6 ans au moins. Maintenir l'emploi, que ce soit celui de l'atelier ou celui du bureau d'études, tout le monde le comprend. Mais pourquoi avoir abandonné l'AS-200 de l'aérospatiale au profit du Mercure 200 de Dassault, très voisin, sans en informer les dirigeants de la SNIAS et agir en cachette? Nous avons eu ce matin, effectivement, une rencontre au niveau du bureau du comité central d'entreprise avec la direction générale de notre société. Et celle-ci a confirmé ce que nous savions, effectivement, à savoir qu'à aucun moment, la direction de notre société nationale n'a participé à quelque négociation que ce soit vis-à-vis de cet accord qui a été annoncé par M. Cavaillé avec la société Douglas américaine. Et nous avons été étonnés que le secrétaire d'État au transport puisse citer donc notre société, alors que celle-ci, jusqu'ici, n'a absolument pas donné son avis sur ce choix.
Derrière tout cela se profile un marché fabuleux, 800 avions à vendre, une question de politique européenne, où va l'Europe de l'aviation, et plus près de nous, une restructuration de l'industrie aéronautique française avec en filigrane la nationalisation possible de Dassault. On n'a pas fini de reparler du Mercure 200. Et en attendant, qui va en payer la construction? Et qui, le jour venu, encaissera les bénéfices? Qui va payer, de toute façon, c'est sûr, les contribuables français, et voici pourquoi. Associés dans ce projet, vous trouvez deux sociétés privées, Dassault et l'américain Douglas, et puis deux sociétés nationalisées, l'aérospatiale, ou la SNIAS, comme vous voulez, et aussi pour les moteurs, la SNECMA. Dassault sera peut-être appelé à financer pour une petite part l'opération évaluée à 1,2 milliard de francs, 12 fois moins que le programme Concorde, soit dit en passant. Mais cet argent que pourrait éventuellement avancer Dassault ne constituerait en fait qu'un remboursement très partiel des sommes versées par l'État pour l'étude et la construction du Mercure 100, d'où sera issu le Mercure 200. 507 millions de francs en 4 ans, plus de 50 milliards d'anciens francs, c'est l'aide des contribuables français accordée à Dassault pour un avion qui jusqu'ici n'a été vendu qu'à 10 exemplaires. Côté Douglas, pas de participation financière importante à attendre. La firme américaine traverse une mauvaise passe, pas une banque ne voudrait lui prêter $1 pour la construction d'un nouvel appareil, affirmait récemment le magazine Business Week. L'apport de Douglas, c'est avant tout son réseau commercial. Quant aux sociétés nationales, et avant tout la SNIAS, le maître d'œuvre, en déficit chronique, c'est bien entendu sur l'État français qu'elle compte pour financer les investissements nécessaires à la construction de ce Mercure 200. Voici donc un avion franco-américain, pour le financement duquel les groupes financiers privés se garderont bien d'engager un copec, sauf bien sûr si l'État leur apporte toute garantie. En revanche, personne ne se défilera le jour où il y aura des bénéfices à encaisser. Ne serait-il pas normal, ne serait-il pas équitable dans ces conditions que l'État, c'est-à-dire nous, l'État qui prend tous les risques dans cette affaire, y mette un peu plus son nez, y compris chez M. Dassault, selon ce vieux principe que qui paie, contrôle. D'accord, dans un instant, mais d'abord, deux déclarations politiques à remarquer ce soir. L'une de Michel Dornano qui a souhaité au micro de RTL que l'on continue à lutter pour des économies d'énergie, en particulier pour les économies d'essence. Et M. Dornano a annoncé que pour faire respecter les limitations de vitesse, facteurs de sécurité, mais aussi d'économie, qui semble-t-il ne le sont guère, les contrôles routiers allaient être renforcés. Et puis, cette prise de position de Michel Durafour a remarqué aussi, alors que l'on parle tant de la future charte présidentielle. Je suis pour un régime présidentiel, a déclaré le ministre du Travail, et il faut donc un parti unique en France, celui du président de la République. À noter que ces propos ont été tenus dans les débats de l'université d'été des jeunes giscardiens. Encore une déclaration, celle du préfet de la Corse, M. Riolacci. Le préfet de région répond en quelque sorte à Max Simeoni, qui a pris le maquis, après avoir fait exploser avec quelques amis une cave viticole et qui tient des propos extrêmement fermes. Monsieur le préfet, comment peut-on expliquer l'absence de service d'ordre sur les lieux et quelles mesures comptez-vous prendre à l'égard de Max Simeoni? Nous avons jugé avec beaucoup de sérénité, connaissant la psychologie locale et sachant qu'un rassemblement populaire, politico-culturel avait lieu, que ce serait prendre de très gros risques que de liquider en quelque sorte la présence de ce groupe à ce moment-là. Et je ne le regrette pas. Je sais bien que la publicité est une des raisons de ce genre de manifestation, ce n'est pas une raison pour y céder. Alors, sur le deuxième point, que comptez-vous faire, cher monsieur? Nous sommes heureusement dans un pays civilisé où les règles de la division des pouvoirs jouent. La Cour de sûreté est saisie, les éléments constitutifs du délit sont clairs. Désormais, les procédures prévues par le Code de procédure pénale s'appliquent. De par la loi, le secrétaire d'État aux universités peut attribuer des subventions aux associations d'étudiantes. Cela n'a aucun caractère obligatoire et cela dépend du pouvoir discrétionnaire du ministre. Depuis 1962, l'UNEF Renouveau, proche du Parti communiste, la plus représentative des organisations étudiantes, n'a jamais eu de subvention. Mais l'an dernier, Jean-Pierre Soisson, alors ministre, décide d'attribuer 80 000 francs à l'UNEF.
Mais le ministre change et Mme Sogné-Séhité doit affronter, dès son arrivée, les remous du printemps dernier. Récemment, elle fait savoir que l'UNEF n'aurait rien, pas plus que la FNEF, autre syndicat de tendance tout à fait différente, jugé pas assez représentative. Quant à l'UNEF, Mme Sogné-Séhité s'explique très franchement. Il n'est pas question, dit-elle, de subventionner une association qui bafoue la liberté du travail, empêche les étudiants de travailler et contribue à la dégradation des outils de travail. Colère de l'UNEF qui parle aussitôt de vengeance. Et dès la rentrée, nous ferons de cette question de la subvention un axe de bataille important, parce qu'il nous semble qu'il y va du droit syndical et des libertés à l'université comme dans l'ensemble du pays. L'UNEF représente 90 000 voix aux élections universitaires, 10 élus sur 17, un organisme qui montre la représentativité des différentes organisations étudiantes. Nous sommes donc la première organisation étudiante de France. Et elle subventionne une organisation ultra-minoritaire d'extrême droite, l'UNI, qui elle reçoit 19 millions d'anciens francs et qui représente 2% aux élections universitaires. Il y a là de l'incohérence. Madame Sogné-Séhité rêve à voix haute d'organisations à sa dévotion, à qui elle accorderait des faveurs comme on accorde des faveurs à ses courtisans. Il s'agissait de ce syndicat d'étudiants dont on a coupé les vivres officiels. Il y en a d'autres comme la FNEF. Et je pense que nous aurons l'occasion de reparler de cette tension qui existe actuellement entre les syndicats d'étudiants et le secrétariat d'État aux universités. Nous voyons tout de suite le dossier de Philippe Châtenay sur l'Irlande. Un instant. En Irlande du Nord, la guerre continue. Mais un espoir de paix est venu, depuis quelques jours, la paix que veulent imposer les femmes de ce dossier. Betty Williams, 32 ans, mère de famille. Après la mort de 3 enfants, elle lance un appel aux femmes de Belfast. Et 10 000 femmes sont venues ici, à l'endroit même où les 3 enfants sont morts. Pour Betty Williams, les hommes se sont montrés incapables de mettre fin à la violence. Alors, dit-elle, c'est aux femmes d'agir, c'est aux femmes d'exiger que la paix revienne. Ce mouvement est spontané, aucune organisation, un seul thème, la paix, sur toutes les lèvres. Et pourtant, sur les toits, des enfants brandissent le drapeau de l'IRA et insultent les femmes, les accusant de trahir, d'aider l'armée. Là où les femmes devront livrer leur bataille pour la paix, c'est ici, dans les ghettos de Belfast, où l'IRA règne en maître. La minorité catholique a toujours été victime de la discrimination, de la violence, de la police, des milices protestantes, de l'armée. Leur seule protection a toujours été l'IRA. En échange, les hommes de l'IRA sont cachés, aidés, nourris. Mais l'IRA sait que sans l'appui des femmes du ghetto, ils ne pourront continuer la lutte. Nous avons vu la puissance des femmes lorsqu'il y a eu une grève générale ici. Les hommes avaient gardé les pubs ouverts et les femmes leur ont dit « Si vous ne retournez pas au travail, nous fermerons les pubs ». Et tous les pubs ont été fermés. Si les femmes prennent parti, cela marchera. Mais il faut que toutes les femmes le fassent. Je n'ai jamais été dans une alerte à la bombe. Mais ce sont peut-être les seuls, car aujourd'hui la violence est partout à Belfast. Presque chaque jour, une bombe éclate, un immeuble, un magasin est détruit, des gens sont tués ou blessés. La normale à Belfast, c'est ceci. Et pourtant, la vie continue. On s'habitue à être fouillé en venant faire ses courses dans le centre de la ville, que l'armée a entouré d'un barrage hermétique pour essayer d'empêcher les bombes. On s'y habitue, vous savez, cela pourrait être pire. Belfast et la grande majorité de ses habitants sont neutres dans une guerre impitoyable que se livrent l'armée et les groupes extrémistes. IRA pour les catholiques, UDA pour les protestants, dont les racines sont au cœur des ghettos. La nature même de cette guerre exacerbe en fait la violence. La hantise des extrémistes est d'être trahis.
Il a été assassiné parce qu'il a voulu quitter l'UDA. Il n'était plus d'accord avec eux, il ne voulait plus de la violence, et ils l'ont tué. Il n'y a plus de raison religieuse, il n'y a plus de raison politique. C'est du gangstérisme, c'est tout ce que c'est. Je ne l'aime pas, je vais le tuer. Voilà ce que c'est devenu. Il faudrait cesser de les protéger, de les accueillir. Il faut que ça marche, parce que je ne sais pas comment on peut continuer. Ça ne peut pas durer. Mon mari est mort. Je sais que je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y a des milliers de femmes comme moi. Je ne sais pas quand ça s'arrêtera. I know I'm not the only one, but there's thousands like me. I don't know when it'll ever end. Une semaine après leur première manifestation, les femmes de Belfast organisent une marche des quartiers catholiques vers les quartiers protestants. Nous voulons obtenir la paix. Et est-ce que vous croyez que vous pourrez arrêter la violence? Nous verrons. Est-ce que vous pensez qu'après 7 ans, c'est aux femmes d'essayer de mettre fin à la violence? Je crois qu'il fallait que ce soit les femmes, car un homme qui aurait dit ça aurait été tué. Il n'y a que les femmes à avoir ce courage. Betty Williams, la catholique, embrasse une protestante. Ce geste ne s'est presque jamais vu en Irlande du Nord. C'est une première victoire, une grande victoire des femmes, avoir réussi à s'unir contre la violence par-dessus des barrières religieuses qui sont en fait la racine de la violence. En fait, ce mouvement des femmes qui n'est pas organisé ou dirigé n'en a que plus de force. Car il est vrai que si derrière chaque homme, il y a une femme décidée à empêcher la violence, la paix peut revenir. Depuis 7 ans, la guerre dure en Irlande et ces 20 000 femmes représentent le premier véritable espoir de paix. Des femmes et des mères qui en ont assez de souffrir. Un mot du temps, très rapidement parce qu'on a pris un peu de retard pour terminer ce journal. Toujours chaud et sec avec des orages locaux sur le sud-ouest. Demain, le temps restera ensoleillé et sec des Flandres à l'Alsace, brumeux puis orageux de la Bretagne aux Pyrénées, avec encore des orages parfois violents, même demain après-midi sur l'Aquitaine. Avec toute l'équipe du journal d'Antenne 2, je vous remercie d'avoir suivi cette édition. À tout à l'heure, peut-être après les dossiers de l'écran, et en tout cas à demain. Bonne soirée à tous et tout de suite le rappel des principaux titres de l'actualité. Le président du Centre national des jeunes agriculteurs, priorité aux éleveurs. La construction de l'appareil, dit le ministre des Transports, c'est la sauvegarde de 4000 emplois. Le préfet, après le plasticage de la cave, annonce des poursuites judiciaires. Ce soir, dans le dernier journal, le résumé du match. 22h50, le dernier journal présenté par Didier Leca.